Mesdames et messieurs, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne d'engagement pour la défense de la cause négro-africaine. Aujourd'hui, nous allons continuer notre périple. Le périple sur l'origine africaine de l'espèce humaine. Et dans cette troisième partie, nous allons déposer nos bagages en Inde afin de nous interroger sur la question de savoir qui ont été les premiers habitants à peupler le sous-continent indien. Et la réponse vous sera donnée dans cette séance de travail. Je vous prie de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toute publication que je ferai sur cette page. Je vous prie également de partager cette vidéo à vos proches afin que la connaissance soit distillée dans tous les recoins du monde. Et je vous prie enfin de soutenir cette page, d'y faire des dons à travers mon compte de PayPal dont vous trouverez, n'est-ce pas, en description tous les éléments y relatifs, à travers également mes comptes MTN Money et Orange Money dans lesquels vous pouvez déposer vos contributions pour que nous continuions à approfondir les recherches pour vous permettre, mesdames et messieurs, d'être à la hauteur des attentes. Je vous prie de vous installer comme à l'accoutumée confortablement afin de recevoir la connaissance qui va libérer votre conscience. Pays situé au sud de l'Asie, avec une population de près d'1 milliard 330 millions d'habitants, pour une superficie de 3 287 263 km², l'Inde est un foyer de civilisation parmi les plus anciennes du monde, avec notamment la civilisation de la vallée de l'Indus. Mais qui ont été les premiers habitants de l'Inde? Tous les scientifiques et historiens s'accordent à dire que tout a commencé en Inde, dans la vallée de l'Indus, où est née la plus grande civilisation de l'Asie. Mais qui est à l'origine de cette puissante civilisation de la vallée de l'Indus? La civilisation de la vallée de l'Indus, ou civilisation arapienne, du nom de la ville antique de Harappa, est une civilisation de l'âge du bronze, dont le territoire s'étendait autour de la vallée du fleuve Indus, dans l'ouest du sous-continent indien, notamment le Pakistan moderne et ses environs. Sa période dite mature va d'environ moins 2600 à moins 1900. Sous cette civilisation ont émergé les grandes villes urbanisées comme Harappa, Mohenjo-Daro, Mega et Lothal. Mais qui a construit ces villes? C'est cette question qui fait débat dans la communauté scientifique. En effet, les querelles se situent à deux niveaux de réflexion. Y a-t-il eu invasion des Indo-Européens, encore appelés des Aryens, dans la vallée de l'Indus? Le peuple dravidien de l'Inde est-il le fondateur de la civilisation de l'Indus? À cette question, une bonne partie de la communauté scientifique, des chercheurs et même des nationalistes indiens ont répondu radicalement par la négative. Autrement dit, selon eux, l'Inde d'aujourd'hui, peuplée à majorité des personnes à la peau blanche, est la même que celle d'autrefois. En d'autres termes, l'Inde antique a été civilisée par des personnes à la peau blanche et non pas celles à la peau noire. Cependant, les découvertes archéologiques faites dans la vallée de l'Indus depuis 1927, les données socio-anthropologiques qui y ont été recueillies, les données linguistiques des populations dravidiennes, les données génétiques réalisées en 2018 en Inde sont venues mettre définitivement un terme à cette querelle scientifique. Depuis 1927, les fouilles de Mohenjo-Daro, de Harappa,
et d'autres sites dans la vallée de l'Indus ont mis à jour des statues et sculptures de type négroïde. L'archéologue français Bernard Sergent, dans son ouvrage Genèse de l'Inde, publié en 1997, nous édifie sur ce à quoi pourraient ressembler les habitants de l'Inde. Selon l'auteur, les fouilles archéologiques des tombes ont révélé que des personnes de type védoïde avaient occupé une très large partie de l'Inde, depuis la vallée de l'Indus jusqu'au Décan, où ils sont particulièrement nombreux dans des tombes du premier millénaire. Mais qui sont les Védas? Les Védas sont les populations qui habitent les montagnes de l'est de l'île de Ceylan, qui est devenue le 22 mai 1972 de Sri Lanka. Les traits physiques, nous dit l'auteur, sont rapprochés des aborigènes d'Australie. Qui sont les aborigènes d'Australie? Il s'agit des premiers habitants d'Australie. En 1888, J.F. Hewitt publia une série d'articles dans les périodiques, notamment le Journal of the Royal Asiatic Society, volume 20, dans lequel il décrit les Dravidiens venus du bassin de l'Indus pour peupler le sud de l'Inde, s'imposant en seigneurs aux agriculteurs colariens du Décan. Pour l'auteur, la civilisation de la vallée de l'Indus est l'œuvre des Dravidiens nègres. Mais qui sont les Dravidiens? Les peuples dravidiens, également appelés dravidiens, sont les termes utilisés pour désigner les peuples non ariens, c'est-à-dire les blancs, et non himalayens de l'Inde, ceux parlant des langues dravidiennes. Pour la plupart, ils sont concentrés dans la moitié du sud de la péninsule indienne. On pourra citer les Telugus, les Talmuds, les Kannadigas, les Malayalistes. Certains se trouvent du côté du Pakistan et même dans le centre de l'Inde. Comment sont-ils? Ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes traits physiques que les Africains noirs, à l'exception de leurs cheveux qui sont lisses. La religion ancestrale de ceux qui avaient peuplé la vallée de l'Indus est la même pratique qu'on retrouve aujourd'hui chez le peuple dravidien, notamment le culte des esprits de la nature, le culte des morts, les sacrifices, l'immortalité de l'âme, avec son corollaire, la réincarnation. En effet, les fouilles archéologiques dans les tombeaux ont mis à jour de nombreuses figurines en terre cuite représentant les déesses mères liées à la fertilité. Notons aussi que la civilisation dravidienne
de la vallée de l'Indus pratiquaient le totémisme, qui est ce lien mystique entre les animaux, les arbres et les humains. L'omniprésence des divinités à cornes, du taureau ou de la vache, comme objet de vénération par exemple dans les documents de la civilisation de l'Indus, le prouve. Mais tout cela n'est pas étranger à l'Afrique. En effet, on retrouve dans l'Égypte antique des divinités à cornes liées au culte du taureau ou de la vache, comme la déesse Hathor et le dieu Apis. Dans son article intitulé Dravidian, an Agro-African, publié dans International Journal of Dravidian Linguistics, volume 5, numéro 1, janvier 1976, le linguiste indien U.P. Upadhyaya nous fait observer 3 choses d'une importance capitale. Premièrement, dans le panthéon des dieux dravidiens, il y a un dieu de la montagne appelé Murunga, fils de la déesse mère. Il existe au moins 25 tribus en Afrique de l'Est qui vouent un culte à Murungu comme Dieu suprême. En effet, plusieurs groupes ethniques en Afrique de l'Est, au rang desquels les Shukuma de la Tanzanie et les Kikuyu du Kenya, utilisent le mot Murungu pour désigner Dieu. Deuxièmement, il existe en Inde une montagne sacrée appelée Mont Meru, considérée comme la demeure des dieux. En Tanzanie, il existe aussi une montagne sacrée, aussi appelée Mont Meru, considérée également comme demeure des dieux. Troisièmement, le mot Ama ou Mariaman, qui renvoie à la déesse mère que l'on vénère dans la majorité des villages du sud de l'Inde, a son parallèle dans le même mot Ama, utilisé par les Dogons du Mali pour désigner le Dieu suprême. Il incombe de préciser que les mots Ama ou Mariaman sont d'origine égyptienne, car Ama vient de Amen, Amon ou Imana, qui fut le nom de Dieu en Égypte. De même, Marie Amen, Marie Ama ou Mariam, forme aramienne du nom de Marie, n'est rien d'autre que l'autre nom de la déesse Isis. Marie Imana signifie donc aimée de Dieu dans l'égyptien ancien. Il incombe donc de préciser que c'est cette déesse mère Isis qui a été mensongèrement transformée en Marie Blanche, qui en fait n'a jamais existé. C'est la même Isis, la Vierge Noire, qui est adorée au Vatican. Il incombe de préciser que les sites fouillés dans le bassin de l'Indus ont permis d'y découvrir des sceaux et des objets sur lesquels des personnages ont des postures du yoga. Cette pratique du yoga n'est pas étrangère à l'Afrique. En effet, dans leur ouvrage intitulé Le yoga des pharaons, publié en 2016, l'égyptologue Geneviève Kane et son époux Babacar Kane nous informent que les Égyptiens antiques avaient une connaissance approfondie du corps humain et en particulier de la colonne vertébrale. Ils connaissaient la localisation et l'importance des centres énergétiques du corps humain appelés chakras. Ils pratiquaient la vertébrothérapie capable de traiter des affections. La plupart des grandes postures du yoga indien, notamment le pont, le cobra royal, le lotus, etc., étaient connues et pratiquées en Égypte antique.
Dans le panthéon des dieux hindous trônaient les dieux Vishnu, Krishna, Bouddha. Toutes les représentations anciennes de tous ces dieux les montrent sous leurs traits physiques nègres. Les fouilles archéologiques de la vallée de l'Indus ont également mis à jour plusieurs sépultures dans lesquelles on a retrouvé des corps accompagnés de poteries, de colliers en perles, amulettes, bracelets, miroirs en bronze, etc. Or, enterrer un individu avec des objets, signe de prestige qu'il avait de son vivant, est une pratique africaine que l'on retrouve dans la vallée du Nil. Aussi faut-il remarquer que la pratique de la crémation que l'on a aujourd'hui en Inde ne vient pas de la vallée de l'Indus. Selon Bernard Sergent, dans sa Genèse de l'Inde, les pratiques religieuses en pays dravidien comprennent les danses de possession, pratiques typiquement africaines. Plusieurs types d'instruments de musique, comme l'art musical et dans ses variétés, l'art frappé ou l'art à résonateur. Certains types de sitars chez les dravidiens sont uniquement africains, en particulier de l'Ouest. Une autre savante, au nom de Lilias Homburger, linguiste germano-franco-anglaise, spécialisée en langue dravidienne, dans son article intitulé « L'Inde et l'Afrique », publié dans le journal de la Société des africanistes en 1955, déclare « Les premières briques de l'Égypte et celles de l'Indus ont la même forme. Des architectes ont signalé dans les temples et les tombes des traits de construction communs à l'Égypte et à l'Inde. L'archéologie sur le site de l'Indus a permis d'y découvrir 3700 objets inscrits. Il s'agit en majorité de sceaux et d'empreintes de sceaux sur de l'argile, de tablettes et d'autres objets inscrits ou moulés en bronze, ou cuivre, os et pierres, des poteries. Malheureusement, des obstacles majeurs n'ont pas permis le déchiffrement de l'écriture de l'Indus, car ni la langue de base, ni la famille à laquelle elle appartient n'ont pu être identifiés. Aucun test bilingue, une sorte de pied de rosette, n'est disponible. Par contre, des rapprochements linguistiques ont été faits entre les langues dravidiennes et les langues africaines. Les langues dravidiennes forment une famille d'une trentaine de langues, originaires de l'Inde et essentiellement parlées dans le sud de l'Inde. Elles possèdent aussi des locuteurs au Sri Lanka, au Pakistan et dans les communautés émigrées. Les langues les plus utilisées sont en majorité le Telugu et le Talmud. En 1955, Lilias Homburger, linguiste germano-franco-anglaise, spécialisée en langue dravidienne et présidente de la Société de linguistique de Paris de 1940 à 1944, écrit un article intitulé « L'Inde et l'Afrique », publié dans le journal des sociétés africanistes, article dans lequel elle fait un rapprochement entre les égyptiens antiques, le copte et le kannada, le telugu et le talmud, lesquels font partie des langues dravidiennes. En 2013, une vidéo intitulée « Cameroonians Speak Tamil », autrement dit,
les Camerounais parlent le Talmud. Produite par Nova et publiée sur YouTube par Tamil Chita Nayala Peravai, nous révèle des rapprochements linguistiques entre le Tamoul et l'une des langues parlées au Cameroun, et plus précisément dans le monde Mandara, situé dans la Damawa, chef-lieu de la région de Gaoundéré. Le site officiel de RFI nous informe, à travers un article intitulé Inde, Arakigari, une découverte archéologique qui chamboule tout, publié le 6 septembre 2018 par Sébastien Fassis, qu'en 2015, sur le site de Rakigari, l'une des premières cités de la vallée de l'Indus, dans le nord-ouest de l'Inde, dans l'état actuel de l'Haryana, des archéologues ont trouvé un squelette et à partir d'un élément génétique isolé dans son oreille, on peut identifier quel groupe ethnique vivait dans cette région à cette époque. La réponse est sans appel. Il s'agit des êtres à la peau noire foncée, notamment les Dravidiens qui habitent le sud de l'Inde. Pourquoi avoir attendu 3 années avant de publier ces résultats? Le site du magazine India Today, à travers un article qui est publié le 3 septembre 2018 et intitulé 45 Years Old DNA from Rakigari Reveals Evidence that will unsettle Hinduva nationalist, nous donne la réponse à cette question à travers l'interview accordée en 2007 à Dr Vazan Shinde, généticien de l'université de Deccan, ayant conduit l'équipe à l'origine de la découverte. Il ressort de cette interview que le retard observé est dû à la question politique extrêmement sensible dont est entourée cette affaire. En conclusion, les données archéologiques de la vallée de l'Indus, les données socio-anthropologiques de la société indienne en général et de la vallée de l'Indus en particulier, les données linguistiques de la population dravidienne, les données génétiques de Rakigari nous permettent de dire que l'Inde a été peuplée depuis l'Antiquité par la population noire venant de l'Afrique, laquelle y ont fondé la plus grande civilisation du continent asiatique, à savoir la civilisation de la vallée de l'Indus. Ainsi s'effondre le mythe de la supériorité de la race blanche de l'Inde, qui, à travers l'hindouisme, qui n'est rien d'autre qu'un mélange de la culture des Aryens et celle des premiers civilisateurs noirs de la vallée de l'Indus, a créé un système discriminatoire de caste où la couleur de la peau à la naissance d'un individu les prédispose à la souffrance, à l'humiliation, à l'injustice et à l'exclusion. Toutes ces mesures de discrimination sociale, dictées par des textes prétendument sacrés de l'hindouisme, à l'instar du Rig Veda et autres, ne visaient rien d'autre que les populations noires qui peuplent aujourd'hui le sous-continent indien, notamment les Dalits, encore appelés les Intouchables, qui, selon le recensement de 2011, sont 201 millions, soit 17% de la population indienne, lesquels revendiquent depuis 1950 une égalité de tous les citoyens indiens devant la loi et le respect de leur dignité, bien que la constitution indienne de 1950 ait déclaré illégale la pratique de l'intouchabilité et la discrimination de caste. Ces mesures discriminatoires de l'hindouisme visaient aussi les Noirs de l'Inde, appelés les Siddhis, qui ne sont rien d'autre que les descendants d'esclaves importés en Inde depuis l'Afrique par les Arabes et que l'on retrouve aujourd'hui dans l'état du Gujarat, un état de l'ouest de l'Inde.
Enfin, les Djarawa, que l'on retrouve dans les îles Andaman, un territoire indien, n'ont pas échappé à la loi de l'intouchabilité. Tout ce traitement inhumain et dégradant dont sont victimes ces Noirs de l'Inde, de la part des idéologues et racistes blancs, n'ont qu'un seul but, nier l'évidence que ceux qui ont civilisé le sous-continent indien sont des Noirs sortis du continent africain il y a de cela des milliers d'années. Dames et messieurs, vous avez vraiment constaté, avec les preuves à l'appui, que les premiers habitants du sous-continent indien étaient des Noirs. Voilà la vérité à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Je vous prie une fois de plus de vous abonner sur ma chaîne, de partager cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification. Je vous prie une fois de plus de soutenir cette chaîne, d'y faire des dons pour que nous continuions à approfondir les connaissances pour être à la hauteur de vos attentes. Je ne saurais terminer mon périple sans rendre hommage à mes formateurs. Je pense ainsi au professeur Charanta Diop, au professeur Théophile Benga, au professeur Regmire Kovi et au professeur Kalala Omotunde. Dames et messieurs, Réveil Kamique d'aujourd'hui, point final. Rendez-vous prochainement pour une autre édition de la connaissance. Que nos ancêtres, qui eux sont réels, soient avec vous. Merci.